cette journée passionnante. Merci à vous d'être là. Dans un premier temps, je voudrais vous encourager à poursuivre vos applaudissements. Premièrement, pour Johanna et le comité d'organisation qui nous a permis d'avoir cette journée. Donc, s'il vous plaît. Deuxièmement, collectivement, je dirais pour les organisateurs des tables rondes qui ont fait un travail absolument remarquable de coordination des interventions. Et puis, bien sûr, pour l'ensemble des intervenants devant, mais également derrière, pour toutes les questions et votre participation au débat. Alors, maintenant, je vais essayer l'exercice un peu compliqué de voir est-ce qu'on peut essayer en 5 minutes de sortir quelques messages qui sont sortis aujourd'hui. Je dirais le premier, et je pense que ça a été un peu un fil conducteur, c'est l'importance du collectif. L'importance du collectif à plusieurs titres. Premièrement, ça évite les dérives personnelles. Ça, on en a entendu parler avec Raoul, Benveniste, etc. C'est-à-dire, ça évite d'accaparer la parole scientifique par quelques-uns. Et donc ça, c'est vraiment important que ce soit les collectifs qui s'expriment. C'est important aussi, on l'a vu dans toute la journée, que ces collectifs ne soient pas des collectifs disciplinaires, ou pas que des collectifs disciplinaires en tout cas, et donc l'importance des approches interdisciplinaires. Et on a vu une grande convergence d'un certain nombre de problèmes entre les sciences humaines et sociales et les sciences expérimentales. On l'a vu notamment dernièrement sur le problème de la liberté académique, qui au départ était considérée comme sciences humaines et sociales principalement, même si déjà avec la Fondation Le Jeune, ça fait un certain temps qu'il y a des problèmes en sciences expérimentales. Mais on voit aussi à quel point c'est important de faire collectif avec les autres disciplines. Et que lorsque une discipline est quelque part attaquée, en fait, c'est l'ensemble de la recherche qui est attaquée. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit sans arrêt. Au passage, une des choses que cela souligne également, c'est le manque de formation des chercheurs, des étudiants à la philosophie des sciences et à l'histoire des sciences. Et donc au fait que les gens sont souvent enchaînés dans une discipline dont ils ne connaissent souvent même pas l'histoire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours dans la même série, c'est plusieurs fois le droit est apparu. Et quand il s'agit de faire bloc, c'est aussi de bien considérer les juristes qui sont parmi nous et que ces juristes sont extrêmement importants à la fois quand il s'agit de se défendre contre des procédures bâillons, par exemple, qui ont été mentionnées, mais également lorsqu'il s'agit d'interagir avec les parlementaires sur des textes législatifs. Et donc vraiment d'intégrer les juristes au sein de nos réflexions. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de thèmes très fréquents qui ont été abordés. L'un d'eux, c'est la tour d'ivoire. Et en miroir de la tour d'ivoire, ça a été l'interaction avec la société et donc la neutralité, le militantisme, l'engagement. Neutralité, ça a été relativement décrit, dire qu'il n'y a pas de neutralité absolue, il y a une neutralité sectorielle, c'était Thomas qui parlait de ça. Pour le militantisme, l'engagement, ça a été assez peu défini aujourd'hui, mais je vous renvoie au congrès de l'année dernière du collège, qui était justement fondé sur militantisme et engagement. Et vous trouverez toutes les présentations en ligne sur la chaîne YouTube. Je sais, YouTube, c'est US. OK. Mais vous le trouverez, et vous trouverez tout celui-ci également. Ensuite, il y a également eu quelque chose qui n'est pas apparu peut-être suffisamment, mais quand on regarde notre âge, c'est peut-être normal, c'est les jeunes. Mais ils sont quand même apparus. Et notamment dans le contexte de comment attirer les jeunes vers nos domaines. Et peut-être que pour ça, il est important de voir qu'effectivement, on pourra les attirer si on peut leur proposer quelque chose en termes de quête de sens. Et donc ça, c'est à intégrer aussi dans tout ce qui est
neutralité, engagement, militantisme, c'est de considérer que c'est important de renouveler les générations en recherche et que les règles peuvent être différentes, qu'il nous faut les cadrer, mais qu'il faut aussi ne pas être trop normatif, peut-être. Ensuite, beaucoup de choses ont été dites sur les libertés académiques, bien sûr, sur la liberté académique, son enchevêtrement avec les libertés fondamentales, qui étaient importantes, la vulnérabilité forte, notamment si on compare à la presse, et l'absence d'une loi 1881 pour la recherche scientifique. Le problème de l'accès aux données dans la première table ronde, aux archives, et donc aussi l'importance des infrastructures. Et je reviendrai là-dessus en termes de ce qu'on peut en définir sur l'organisation de la recherche. Une chose qui est apparue fortement... Non, je vais passer directement à l'organisation de la recherche. Et le fait que ce qui est apparu aujourd'hui, c'était un positionnement assez ambigu, finalement, par rapport aux institutions de recherche. D'un côté, c'est l'école normale supérieure qui nous permet de nous réunir ici. C'est également les institutions qui permettent de développer des infrastructures de partage de données, peut-être insister pour que ce soit vraiment quelque chose de fondamental dans leur politique scientifique. On entend souvent parler, notamment au CNRS, de l'excellence, la quête de l'excellence, etc. Oui, mais peut-être pas uniquement individuelle. Et pour avoir de l'excellence, il faut avoir des infrastructures solides. Et peut-être insister là-dessus. Ce qu'on a vu également, c'était le rôle, ça a été mentionné dans la dernière table ronde, c'est que finalement les institutions sont responsables d'assurer la vitalité du débat en leur sein. Et ça, c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faut qu'on insiste. Enfin, il y a eu des... Alors, oui, ce qu'on a vu également, et ce qui était un petit peu inquiétant, c'est l'exemple sur le chlordécone du président de l'INCa qui prend des positions non scientifiques. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très troublant, pour reprendre un terme qu'Alain Fischer utilisait dans un autre contexte. Ce qu'on peut également mettre en regard, même si ça n'a pas été dit, c'est que le DGRI actuel, donc le directeur général de la recherche et de l'innovation au sein du ministère, n'a pas de thèse. Ce n'est pas un scientifique. Comment peut-on être un directeur général de la recherche et de l'enseignement en France et n'avoir aucune expérience de la recherche soi-même? Ça me paraît des choses qui sont un petit peu problématiques. Enfin, et c'était peut-être inattendu, il y a eu toute une discussion sur le financement de la recherche. Et sur le fait que, jusqu'à maintenant, on a considéré, à vos souhaits, on a considéré que le fait d'avoir un financement étatique était un garant de l'indépendance et de la liberté de la recherche. Et que l'exemple des États-Unis montre que la roue peut tourner très vite. Donc, on a potentiellement un problème important. C'est-à-dire, d'un côté, on va avoir des financements privés qui sont potentiellement mal encadrés, et puis de l'autre, on a des financements étatiques qui sont potentiellement biaisés ou qui pourraient le devenir rapidement. Comment est-ce qu'on va naviguer à travers ça? Une des choses, c'est effectivement le statut des fondations en France est peut-être un petit peu moins protégé qu'il ne peut l'être dans d'autres. Et que ce qui est effectivement important, ce n'est pas l'origine des crédits qui compte, mais c'est les conditions qui sont associées à ces crédits. L'autre chose qui n'a pas été abordée dans ce contexte-là, c'est l'Europe. L'Europe n'a pas du tout été mentionnée comme source de crédit. Or, quelque part, l'Europe reste institutionnelle, mais peut-être un petit peu plus éloignée des aléas politiques. Quand on parle de fondations, les fondations, il faut qu'il y ait de l'argent dedans. Et notre pays se distingue aussi par le fait que les gens qui sont extrêmement riches en France ne s'intéressent pas aux sciences. Et là, il y a peut-être quelque chose qui distingue la France d'autres pays. On parlait du Wellcome Trust. Le Wellcome Trust, c'est du financement privé de quelqu'un qui a donné sa fortune il y a très longtemps, enfin il y a relativement longtemps.
Pareil aux États-Unis, Simons Foundation ou autres, ou Howard Hughes, c'est des gens qui ont donné l'intégralité de leur fortune pour créer des fonds de dotation qui sont devenus des fondations. On n'a pas trop ce genre de choses, et quelque part, peut-être qu'il faut mettre nos très riches face à leurs responsabilités dans ce domaine-là également. Voilà. Enfin, dernière chose, un mot pour notre communauté, c'est, je pense, que la position de la Tour d'Ivoire devient intenable. De fait, c'est de moins en moins le cas, mais il y a un vrai déficit de formation à la communication dans nos laboratoires. La plupart des gens ne vont pas oser aller vers les médias, aller vers le reste. Et là, c'est vraiment quelque chose sur lequel peut-être le collège devrait se saisir de ça. Je vais arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci d'être venu. Et le prochain congrès, alors on ne sait pas encore exactement où il va être. J'espère qu'on le saura prochainement. Ça sera a priori pas sur Paris, mais ça sera probablement début février 2027. Merci.